Salut, moi c'est Alex, passionné de zoologie, l'étude des animaux. Depuis que j'ai rencontré Marie il y a maintenant plus de 7 ans, on partage une passion commune pour le pays du soleil levant. Au travers de tout notre amour développé pour la culture japonaise au fil des années, est née une curiosité grandissante pour les écosystèmes de l'archipel. Ses forêts, ses jungles, ses montagnes, ses plages, ses fonds marins, et bien entendu sa faune et sa flore. Le Japon s'étend sur plus de 3000 km, offrant une diversité d'habitats tout simplement incroyable. Le 6 avril 2023, j'ai soutenu ma thèse à l'université de Caen, devenant ainsi docteur en biologie marine. Avec Marie, nous avons convenu que la fin de mon parcours universitaire était le moment idéal pour réaliser un de nos rêves. Il faut qu'on en profite un maximum, seulement il y a tellement de choses à voir. Le Japon compte 34 parcs nationaux et des milliers d'îles. Les 4 plus grandes sont Honshu, Shikoku, Kyushu et Hokkaido, sans oublier l'archipel d'Okinawa au sud. Après des mois de réflexion, l'itinéraire de l'expédition se profile. Dans un premier temps, nous découvrirons le Japon culturel, Tokyo, le mont Fuji et Kyoto. Puis on s'enfoncera dans le Japon tropical avec les îles Yaeyama. Et enfin, nous terminerons avec le Japon sauvage, Hokkaido. Cette expédition au Japon est divisée en 3 épisodes. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous pour un mois de road trip au pays des yokai. Forcément, notre voyage au Japon débute avec la capitale. On est au Japon! Ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment parler de grande ville pour Tokyo? Je crois que la réponse est oui, car le bordel, c'est plus de 14 millions d'habitants, et le Grand Tokyo, constitué des préfectures bordant la baie de Tokyo, c'est juste l'aire urbaine la plus peuplée du monde, avec plus de 40 millions d'habitants. À l'image de ce Godzilla, Tokyo est monstrueuse. Cependant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'en ressent pas forcément la taille au début, tant la ville est bien agencée. Marchez quelques minutes dans une direction et vous vous retrouverez très vite dans un calme paisible. Pour la question des transports, ce n'est pas un cliché, je n'ai jamais autant kiffé prendre le métro qu'à Tokyo. Paris, c'est la merde pour les métros. Ah ouais? Là, au moins, c'est un peu mieux foutu. En 8 jours dans la capitale, nous avons logé à 2 endroits différents. Dans l'arrondissement de Koto, à l'est, non loin de la baie de Tokyo, et plus tard dans le quartier Akihabara, à cheval sur les arrondissements de Chiyoda et de Taito. Je l'ai dit en introduction, ce voyage au Japon est un combo entre nos passions pour la culture nippone et l'observation des bestioles. Alors en tant qu'ornithologue, j'avais fait l'acquisition avant de partir d'un super guide naturaliste. Birds of Japan and Northeast Asia, de Tadao Shimba. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il m'aura été très vite utile. En effet, la première chose qu'on a fait en arrivant à Tokyo, c'est se poser dans un parc. En fait, on avait encore nos valises avec nous et 2 heures à patienter pour avoir les clés de la guest house. Ce qui a permis de nous familiariser avec l'avifaune du Japon.
L'étourneau gris est très commun dans les zones urbaines japonaises. Son aire de répartition s'étend dans une grande partie de l'Asie orientale. Tout comme les tourneaux sansonnés en Europe, les dortoirs à étourneaux gris font des dégâts à cause des fientes et produisent des nuisances sonores pour les habitants. Durant l'époque Edo, les habitants de Tokyo se moquaient des campagnards venus pour trouver du travail en hiver. Ils étaient alors traités d'étourneaux. Un autre oiseau très facile à observer dans les parcs, c'est la tourterelle orientale. Elle ressemble beaucoup à notre tourterelle des bois avec son plumage écaillé, mais elle est légèrement plus grande, de la taille d'une tourterelle turque. Parfait, il est magnifique. Je vais essayer de le prendre en photo. Oh, mais que vois-je, le premier arthropode de l'expédition, et plutôt de bonne taille. Papilioxutus, un grand papillonidé de l'Est de l'Asie. C'est également dans le Sarue Park que nous avons fait notre première rencontre avec le pig kizuki, un tout petit piscidé. Son nom anglais se traduit par pic pygmée japonais. C'est le pic le plus répandu au Japon. Il fréquente plusieurs habitats, notamment les parcs des grandes villes. La preuve, on l'a observé en plein centre de Tokyo au bout de 20 minutes sur place. Il est sur la branche, la branche toute fine là. Il y en a deux qui sont l'un sur l'autre. Si, il y en a deux. C'est les deux mêmes. Mais là, il y a une branche devant. J'ai vu sa petite tête. Ok, sympa, tout ça c'est plutôt cool. Ça fait pas mal de nouveaux piafs auxquels s'habituer. Mais je ne vous ai pas encore parlé du plus marquant. Les corbeaux sont absolument partout à Tokyo. Et même partout au Japon en fait. Car vous le verrez, on les a croisés à plusieurs endroits pendant le voyage. Ils sont tellement imposants qu'au début je croyais avoir affaire à des grands corbeaux. Mais après consultation de mon guide, il s'agit en fait du corbeau à gros bec, Corvus macrorhynchos, dont l'envergure peut atteindre 1,30 m quand même. Son aire de répartition s'étale dans tout l'Asie du Sud-Est. Comme son nom l'indique, il est doté d'un très gros bec dont la partie supérieure est arquée. Comme la plupart des corvidés, c'est un opportuniste extrêmement polyvalent dans son alimentation, qui joue un rôle important dans l'élimination des cadavres. À Tokyo, ils sont si nombreux au point qu'ils sont considérés comme un fléau. Ce sont les spécialistes de l'éventrage des poubelles, un peu comme certains goélands par chez nous. Très tôt le matin, on peut entendre leur croissement résonner entre les immeubles. Bon bah là, je suis dans mon pieu, dans ma petite guest house à Tokyo. Nouvelle vie démarre pour moi. Je vais être le Great Teacher Arthropsida, le GTA. C'est pas mal en vrai, le GTA. Il est fier de ça. Le Great Teacher Arthropsida. Et ouais, non, c'est un test de ma GoPro qui m'a planté au début du voyage, mais et ben là c'est bizarre, elle a l'air de fonctionner. Étrange. Petite précision, en fait elle ne fonctionnait pas bien du tout. Pendant ce mois entier au Japon, 4 fois sur 5 quand je la démarrais, j'avais un freeze de la vidéo au bout de 6 secondes. C'était super galère à filmer, et du coup, j'ai pas tant de rush de nous en train de débrief in situ. Mais c'est pas grave, car le Alex du futur a record 50 pages de voix off pour vous accompagner. Une fois installé dans notre petit nid douillet, littéralement une chambre de 2,30 m sur 1,20 m, mais bon, c'était vraiment pas cher, on s'est dirigé vers le lieu de Tokyo où on pouvait en prendre plein les mirettes pour bien démarrer l'aventure. Ça, c'est le Shibuya Crossing. À chaque feu vert, c'est 2500 personnes qui traversent sur les passages piétons. On l'appelle également le carrefour Hachiko, car depuis 1934, on peut y admirer la statue du chien Hachiko. Il est rendu célèbre pour avoir attendu quotidiennement pendant près de 10 ans son maître à la gare de Shibuya, alors que ce dernier était décédé. Hachiko est un puissant symbole de fidélité.
Pour ceux qui aiment bien Futurama, après que Fry ait été accidentellement cryogénisé pendant 1000 ans, on peut voir dans un épisode son chien en train de l'attendre tous les jours devant une pizzeria, une référence à Hachiko. À la différence de l'Occident, les salles d'arcade pullulent encore au Japon. Et c'est à Shibuya que nous avons été dans notre premier Game Center, un immense complexe sur plusieurs étages. Généralement, le rez-de-chaussée et les premiers niveaux sont dédiés aux machines à pince. Cette pince, ce scarabée, c'est une dynaste. C'est une fucking dynaste. Il y a aussi une belle lucane dorée et 2 lucanes normales. Je veux la dynaste. Les étages supérieurs hébergent les bornes d'arcade regroupées par thème. Souvent, comme ici, il y a un étage entier pour les jeux musicaux. Parfois, il y a des pouliquas, sortes de photomatons à options multiples, des cabines de karaoké, des pachinko, croisement entre un flipper et une machine à sous. Et ce qu'il y a de génial avec les Game Centers, c'est qu'on peut les fréquenter très tard le soir. C'était trop bien. Tokyo est une ville très moderne, mais cela ne l'empêche pas d'abriter de nombreux temples et sanctuaires. Au Japon, les deux religions dominantes sont le bouddhisme et le shintoïsme, et on pourrait croire que les Japonais sont soit l'un, soit l'autre. Or, la plupart d'entre eux s'identifient aux deux religions à la fois. C'est un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange d'influences, qu'on appelle ici le Shimbutsu Shugo. Le bouddhisme a été introduit au Japon en provenance de Chine à la fin de la période Asuka, au VIe siècle. Les Japonais n'ont pas rejeté leurs anciennes croyances, mais ont plutôt tenté de concilier les deux religions. C'est la fusion des kami et des bouddhas. Cela explique pourquoi, de nos jours, 70% de la population s'identifie shintoïste et aussi 70% de la population s'identifie bouddhiste. Ici, nous sommes dans un sanctuaire shinto. Pour prier, il faut d'abord s'incliner légèrement devant le Tori Shinto à l'entrée, la porte qui marque la séparation entre le monde des humains et celui des dieux. Il faut ensuite se purifier en se lavant les mains et la bouche, puis mettre une pièce dans le honden, tirer sur la grosse corde pour faire sonner la cloche, s'incliner 2 fois, puis frapper 2 fois dans ses mains pour signaler sa présence à la divinité locale. Après avoir fait un vœu ou s'être recueilli, il faut s'incliner de nouveau. Puis en quittant le sanctuaire, il faut s'incliner une dernière fois face au Tori. À côté du sanctuaire Shinto se trouvent des ema, des petites plaques en bois sur lesquelles les personnes venues prier ont écrit un vœu ou une prière. On reconnaît les temples bouddhiques des sanctuaires Shinto car généralement il n'y a pas de Tori à l'entrée, ni de cloche à sonner. En revanche, on peut allumer une bougie ou des bâtonnets d'encens en guise d'offrande. On est dans le parc de Gyoen à Shinjuku, un des plus grands de la ville de Tokyo. J'ai enlevé mes lunettes pour voir, je ne vois rien, je confonds les projecteurs avec des corbeaux. C'est pour dire en Suède comment j'ai fait pour spotter des animaux, quoi. C'est un truc de fou. Avec ses 58 hectares, le Shinjuku Gyoen est l'un des immenses parcs de Tokyo. Et si je ne devais retenir qu'un seul parc, ce serait certainement celui-là. Il a été l'une des résidences du clan Naito au XIXe siècle, puis un jardin sous la gestion de l'Agence impériale du Japon, avant d'être géré par le ministère national de l'Environnement depuis 2001. Les jardins mélangent 3 styles distincts, anglais, français et japonais. Le jardin français. Bah du coup là ça boit du Dr Pepper dans un jardin français à Tokyo. Sympa. Petit easter egg pour les amateurs d'anime, c'est dans ce parc que Makoto Shinkai a puisé l'inspiration pour les décors de Garden of Words, notamment cet endroit en particulier. Du coup, j'étais content qu'il pleuve pour une fois.
Ça spot sec dans le parc, hein. Mais que vois-je? Un canard que je ne connais point. Ça ressemble pas mal à une femelle colvert, mais la grande tache jaune au bout du bec indique sans doute possible qu'on est face au canard de Chine. Il était autrefois confondu avec le canard à bec tacheté, qui vit plus à l'ouest. Ce dernier est plus clair et possède surtout des taches rouges sur les côtés de la base du bec. Concrètement, l'écologie du canard de Chine est semblable à notre bon vieux colvert. C'est THE canard qu'on retrouve partout sur les points d'eau anthropisés. C'est également dans un étang du parc que nous avons croisé le premier reptile du séjour. Voici une tortue d'étang japonaise, Moremis japonica, une espèce de la famille des Geoemydidae. Elle est endémique du Japon. Le Shinjuku-gyoen est riche de plus de 20 000 arbres, dont environ 1500 cerisiers appartenant à plusieurs espèces qui fleurissent de début à fin avril. Et si on est parti pile à cette période, c'est pour 2 raisons. Forcément, c'était la fin de ma thèse, et c'est pile la saison des sakura au Japon. Le truc ultra cliché des animés. Sauf que cette année, les cerisiers étaient pas mal en avance. Voilà les cerisiers en fleurs. Vous avez les fleurs ici. Voilà, les cerisiers en fleurs. Elles sont toutes par terre. Non. Non, elles sont toutes par terre les fleurs. Non. Oh, c'est quoi ça? Oh, ah, c'est une bergeronnette grise. Pour l'anniversaire de Marie, on est revenu au Shinjuku-gyoen à la nuit tombée afin de participer à la Sakura Night Garden, un événement organisé à l'intérieur du parc lors duquel des lanternes lumineuses sont données aux visiteurs et où on peut admirer de nombreuses projections cartographiques sur les cerisiers en fleurs. Lequel? Je sais pas. Forcément, pas loin du parc se trouve le centre de l'arrondissement de Shinjuku, l'un des quartiers les plus animés de Tokyo, ainsi qu'un haut lieu des affaires abritant le siège de nombreuses grandes sociétés. C'est dans la rue principale, dépassant d'un immeuble, qu'on peut admirer la tête du kaiju Godzilla, installé depuis 2015. Shinjuku est également la gare la plus fréquentée de la capitale. Juste en sortant du métro, on s'en prend plein la tronche avec un écran 3D LED incurvé titanesque de 154 mètres carrés qui diffuse des spots publicitaires. Elle est géniale la 3D. Regardez. Ils vont finir comment? Grillé. Bon, ça va pas du tout, je vous ai même pas encore parlé de bouffe. Direction le marché aux poissons de Tsukiji dans l'arrondissement de Shuo pour goûter des sushis de folie. Eh mais c'est la fille du sushi. Vous l'avez reconnu? Cette fois-ci on est dans un sushi mais japonais. Après manger, c'est plutôt sympa de se balader le long du fleuve Sumida pour digérer. C'est le cours d'eau qui traverse le nord-est de Tokyo. Depuis les quais, on peut admirer la Tokyo Skytree.
Haute de 634 mètres, c'est la deuxième plus haute structure autoportante du monde après le Burj Khalifa. Sinon, on a vu des mouettes, beaucoup de mouettes. D'ailleurs, ce sont des mouettes rieuses, la même espèce très commune qu'on a chez nous. Mais Marie a fait un joli dessin. Le long du fleuve, on peut facilement observer le héron cendré, ainsi que des rarissimes pigeons bisés. Mais attention, des pigeons bisés japonais. N'étant pas loin, nous sommes allés visiter le quartier Asakusa, célèbre pour le plus vieux temple bouddhiste de la capitale japonaise, le Sensoji, dédié à la déesse de la compassion Kannon. Le temple se trouve tout au bout de la Nakamise-dori, cette grande allée commerçante blindée de gens. C'est dans ce lieu que nous avons fait une nouvelle coche dans le Pokédex avec la pie bleue à calotte noire. Un petit corvidé à la tête noire avec les ailes et la queue bleu azur. L'espèce est présente dans une vaste région de l'Est de l'Asie où il n'est pas rare qu'elle fréquente les parcs et les jardins. Vous allez finir par le comprendre, les espaces verts c'est pas ce qui manque à Tokyo. En voici encore un avec le vaste parc de Ueno et ses 53 hectares. Il est facile de passer la journée entière à Ueno. On y trouve un zoo ainsi que de nombreux temples, dont le sanctuaire Toshogu, surnommé le sanctuaire d'or. Il a été établi en 1627 pour honorer Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat Tokugawa, qui marqua le début de l'époque Edo. Mais on reparlera du bonhomme un peu plus tard. Un camphrier de 600 ans. Dans le parc Ueno se trouvent également 4 importants musées. Une petite idée duquel il a été difficile de me faire sortir ? Bienvenue au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo, ouvert en 1871. Il est gigantesque. Ce truc-là, c'est ce que j'ai le plus kiffé dans tout le musée. Au sol prend place un immense arbre phylogénétique dont les branches se terminent vers des vitrines dédiées à des taxons monophylétiques. À mon sens, la meilleure manière de présenter le vivant. Ah mais on fait de la lumière quand on marche, pourquoi toi t'en fais pas moi? Ah non, t'avais mis tes pieds dessus. Mon petit modèle. J'aime bien les trilobites. La section paléontologie est super riche. Bon, ce n'est pas non plus la galerie d'anatomie comparée de Paris, faut se rendre compte de la chance qu'on a à ce niveau-là, mais c'est quand même super cool. Ça paraît logique, mais la partie qui m'a le plus intéressé est celle dédiée aux espèces autochtones. Cela nous a permis d'avoir un aperçu des bestioles qu'on croiserait peut-être dans la suite du séjour. Ouh, tous les oiseaux. C'est un martin-chasseur. Ah oui, le martin-chasseur violet, il est là. Toi, on va te choper, toi. Oh, la salamandre géante. C'est le musée de la voiture. Merci de m'y emmener. J'ai inventé cette voiture. Bon, l'étage avancé technologique, c'est un peu moins notre cam, j'avoue.
La section anthropologie est riche de certains spécimens uniques au monde. C'est Hachiko, lui. Oui, c'est Chico, il l'a envoyé. D'être triste. Bah, un peu. C'est un peu cruel. Au bout de plusieurs heures, Marie a enfin réussi à m'arracher au musée et on a fini tranquillement la journée dans le parc Ueno, au bord de l'étang Shinobazu. Bon, y a quoi au programme aujourd'hui ? Bien deviné, un parc. Le parc d'Inokashira, situé bien plus à l'ouest de Tokyo que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce que vous connaissez GTO ? Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. Bah dans GTO, à chaque fois qu'il y a une scène qui se déroule dans un coin de verdure ou autour d'un étang, sachez que c'est dans le parc d'Inokashira. Deuxième classe Onizuka, je vous présente mes respects, je vais vous pêcher un bon dîner. Ekichi, non, arrête! J'en ai trouvé un gros, sergent! Bon, ça suffit maintenant, tu sors de l'eau. Cela signifie que ce grand cormoran fait sécher ses ailes sur le même étang où Ekichi a fini complètement bourré un bon paquet de fois. De notre côté, pas de preuve louche à l'horizon dans le parc, mais on a assisté à une magnifique scène de vie de grèbes castagneux et leurs poussins. Bon, je vais pas vous mentir, mais si on est venu dans ce parc, c'est surtout parce qu'à l'extrémité sud-ouest se trouve une des choses qu'on voulait le plus visiter de tout le voyage. Un truc dont je rêvais depuis longtemps. On est au musée Ghibli. Il y a un petit robot derrière moi. C'est parti pour le musée Ghibli, par contre on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc Créé en 2001, le musée Ghibli est le paradis pour tout fan du studio, avec des expositions sur les univers fantastiques et les techniques d'animation, enrobés dans un décor à l'image de tous ces films légendaires. c'est les toilettes, bordel. Faut quand même que je vous précise que c'est Ghibli qui m'a fait tomber dans la pop culture japonaise. Quand j'avais 17 ans, mon principal centre d'intérêt c'était le basket. J'avais qu'une seule chose en tête, dunker. Donc forcément je matais Kuroko, mais pas grand chose d'autre. Puis un jour, en rentrant de vacances au ski avec des potes, j'ai rematé Le Château dans le ciel et Princesse Mononoke que j'avais vu étant gosse. J'ai pris une grande claque dans la gueule. J'ai enchaîné toute la filmographie de Miyazaki dans la foulée, Nausicaa de la vallée du vent devenant au passage mon film préféré.
Je me suis ensuite enfilé tous les films du studio sortis à l'époque, dont certains réalisés par le grand Isao Takahata. J'ai enchaîné avec les films pré-Ghibli de Miyazaki et Takahata. Et une fois que j'avais tout maté et que j'étais en manque, j'ai découvert d'autres grands réalisateurs de la Japanimation. Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii, Mamoru Hosoda, Keiichi Hara, Satoshi Kon, Makoto Shinkai et bien d'autres. Et c'est seulement après avoir vu des dizaines et des dizaines de films d'animation que j'ai commencé à mater beaucoup d'animés. Death Note, GTO, SNK, FMA, Steins Gate, One Punch Man. J'ai rattrapé mon retard autant que je pouvais. Certains animes m'ont marqué à jamais, comme Hunter x Hunter, Devilman Crybaby, du grandiose Masaaki Yusa, dont j'adule le style d'animation, Made in Abyss et ses créatures fantastiques, ou encore Shinsekai Yori et son ambiance unique. Même récemment, je continue à découvrir des pépites, comme Mob Psycho 100 ou Chainsaw Man. Je pense aisément avoir maté plus de 200 animés. Et c'était inévitable, mais parallèlement, je suis tombé dans le monde du manga papier, que bizarrement j'avais évité pendant longtemps pour je ne sais quelle raison. J'y ai découvert l'œuvre ultime, Berserk, ainsi que d'autres grands amours comme Fire Punch ou Vinland Saga. Accessoirement, j'ai saigné des JRPG pour finir un jour par tomber sur Dark Souls, créé par l'autre grand monsieur portant ce nom de légende, Hidetaka Miyazaki. Je peux vous le dire, une fois qu'on a goûté au From Software, c'est difficile de revenir sur d'autres jeux, tant la formule atmosphère, level design, bestiaire, combat de boss et challenge fait office de quête ultime. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire merci Ghibli. Lorsque nous y étions, l'exposition temporaire était dédiée à Conan, le fils du futur, une série télévisée d'animation réalisée par Miyazaki et diffusée en 1978, c'est-à-dire 7 ans avant la création du studio. C'est une série post-apo qui prend place dans un monde ravagé après une 3e guerre mondiale. Il ne reste plus que des îlots car la majorité des continents est maintenant immergée. Pour l'avoir vu, franchement je vous recommande la série. On retrouve tous les codes qui feront le succès des futurs films de Miyazaki, notamment Nausicaa de la vallée du vent et Le château dans le ciel. Et comme toujours, les personnages sont attachants et rigolos. En plus, ça me fume car c'est Brigitte Lecordier qui fait la voix de Conan dans la VF. Moi, je m'appelle Conan. Dans le musée, il y a également des séances de cinéma pour un des courts-métrages de Miyazaki, ceux réalisés uniquement pour le musée Ghibli et visionnables nulle part ailleurs. Celui qu'on a vu Marie et moi, c'était À la recherche d'une maison, réalisé en 2006 par Miyazaki, et qui dure 12 minutes. On suit une jeune fille qui part avec un gros sac pour trouver une nouvelle demeure. Sur sa route, elle rencontre plein de bestioles et des divinités. L'une est une salamandre géante et l'autre ressemble pas mal à Totoro. Enfin bref, le musée Ghibli c'était une dinguerie. Et j'en profite pour parler de l'autre forme de pèlerinage indispensable pour les Ghibli addicts comme nous, les dongguri. Ce sont les magasins officiels Ghibli, qu'on retrouve un peu partout à travers le pays. Oh la boutique Totoro! Avec tous les dongguri qu'on a fait et la boutique Mamayoto au musée Ghibli, je peux vous dire qu'on a dépensé sans compter dans du merch. Il est trop mignon. Pour sniffer encore un peu plus de poudre Ghibli, on est allé voir la Nitele Odokei, une horloge géante accrochée à la façade du premier étage de l'immeuble Nippon Télévision, dans le sud de Tokyo. C'est Hayao Miyazaki lui-même qui a conçu l'œuvre, avec l'aide du sculpteur Shashimaru Kunio. Avec son côté steampunk, on y retrouve un peu la même sensation qu'en regardant le château ambulant. À certains horaires précis, l'horloge se met en animation pendant 3 minutes et tous les petits personnages mécaniques prennent vie sur une mélodie du studio. Si vous lisez des mangas ou si vous matez des animés, ou même si vous jouez à des jeux Jap, le mot d'Akihabara doit peut-être vous parler. C'est le quartier électronique de Tokyo. Un lieu incontournable pour les gros weebs que nous sommes. La première chose qu'on a fait, c'est aller faire un tour dans le club Sega pour que je file sa rouste à Marie. D'une main!
Putain, je l'ai battu tout à l'heure, là, je fais que perdre. On était au Japon pile avant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, et dans la gare d'Akihabara, il y avait une boutique éphémère Zelda. Donc forcément, on a craqué pour un beau gobelin. Bon, le ressenti global qu'on avait tous les deux, Akihabara, c'est surcoté. En fait, le flux constant de touristes étrangers pendant plus de 20 ans a contribué à la hausse des tarifs. Et faire des bonnes affaires, c'est compliqué maintenant. Le truc aberrant, c'est que parfois tu trouves une même figurine 3 fois moins chère que celle de la boutique d'à côté. Dans le même esprit, un endroit qu'on a préféré par rapport à Akihabara, c'est Sunshine City, dans le quartier d'Ikebukuro. Littéralement une ville dans une ville, avec le gigantesque Sunshine 60, un gratte-ciel en béton armé de 240 mètres de haut. Lors de sa construction en 1978, le bâtiment était le plus haut gratte-ciel d'Asie, et il a été le plus haut du Japon jusqu'en 1991. C'est un immense centre commercial. À l'intérieur, il y a même un planétarium et un aquarium, et forcément un paquet de boutiques à thème. Il y a un Donguri bien sûr, le Mugiwara Store pour les fans du chapeau de paille, mais le plus impressionnant, ça reste le fucking étage entier dédié à Pokémon, avec le Pokémon Center Mega Tokyo. C'est la jouissance pure pour les fans de Pikachu. Il y a absolument tous les produits dérivés, vêtements, accessoires, bouffe, papeterie, les cartes bien entendu. Mais avec Marie, notre truc, c'est plutôt les peluches Pokémon. Il est un peu gros, non? C'est pas compliqué, je n'en ai jamais vu autant de ma vie. Et je parle en termes de peluches tout court, hein. Il y avait des murs entiers. Mais je crois que le truc le plus dingue, c'est que chaque fucking Pokémon avait une peluche à son effigie. C'est n'importe quoi. Oh, il y a le hibou. Il est là. Il y a un goubou. Au Japon, il existe 13 Pokémon Center, mais celui de Sunshine City est incontestablement le plus grand de tous. À côté, on trouve même un café Pikachu ainsi qu'un Pokémon Go Lab, un espace entièrement consacré à Pokémon Go. Et si ça ne suffisait pas, dans l'étage entre les boutiques, c'est blindé de figurines géantes un peu partout. Ça commence à rentrer maintenant, les boutiques à thème, c'est pas ce qui manque à Tokyo. On peut citer le Jump Shop, mais j'avoue j'étais un peu déçu, ou encore le Square Enix Café. Ça, j'ai bien kiffé. Il va rentrer comment dans la valise, celui-là, là? Ok, ça c'est pas japonais, mais impossible de passer devant sans s'arrêter. Et en vrai, je pensais pas que les Japonais étaient autant tarés de Disney. Prenez une grande inspiration, ça va causer gâchapon. Les machines qui distribuent des petits jouets dans des capsules. Le némésis des collectionneurs. C'est quoi? Oh, c'est celui-là! Oh, c'est celui-là, what the fuck! Je l'ai. Vas-y, ouvre-le, attends! What the fuck? C'est vraiment celui-là? Ah, le papillon! Oh, c'est vraiment celui-là, la dinguerie! Importé des États-Unis et apparu au Japon dans les années 70, de nos jours, il y en a absolument partout. On compte près de 600 000 machines dans tout le pays. Dans Sunshine City se trouve le gâchapon No Depato Ikebukuro, appartenant à Bandai Namco, qui à lui seul contient plus de 3000 machines. Ouais, 3000 de ces bidules dans un unique magasin. C'est tout simplement le plus grand magasin de gâchapon au monde, avec des allées entières de gâchapon. Et je vous jure, c'est plutôt facile de se perdre. Sinon, des gâchapons, vous en trouvez partout en plus petit nombre, dans les salles d'arcade, dans les centres commerciaux, au niveau des gares, ou encore devant les combini. En fait, gachapon, c'est la fusion de deux onomatopées. Gacha, pour le son du tour de manivelle, et pon, pour le son de la capsule qui tombe. Le prix est variable en fonction de la qualité de la petite connerie qu'il y a dedans. Ça va de 1 à 10 balles. Et le piège, c'est que souvent, il n'y a que une ou deux figurines de la collection qui vous font de l'œil. Mais la machine les distribue au hasard, c'est-à-dire grand risque de looter un truc dont je me contrefous. Alors, t'as eu quoi? J'ai eu une menthe, la menthe classique. Je suis un peu déçu. Je dois en mettre 500. J'aurais voulu la philo ou la grosse. Alors bien sûr, dans les petits jouets, on trouve pas mal de merch issus des mangas, des animés, des jeux vidéo et de la pop culture en général. Mais je vous assure que ça va bien plus loin que ça. Ce genre de bail existe.
Ouais, il y a des types qui collectionnent des fenêtres miniatures, on est d'accord, c'est un peu chelou. Mais bon, après, je juge pas, perso, je ciblais tout le temps des animaux. Et là-bas, c'est fantastique, car il y en a pour tous les taxons. Oh, la petite grenouille! Allez, montrez-nous, ouvrez-le. Oh! Oh, elle est trop mignonne. C'est une rainette qui coisse. Trop bien. Banger. Oh yes, j'ai une limace de myrrhe. C'est pas mal aussi. Un nudibranche. Un nudibranche. Avec tout ce que j'ai raconté, je pense qu'on a compris. Marie et moi, on aime bien la pop culture, les trucs de geek, particulièrement quand ça vient du Japon. Voici un aperçu de notre appart. Alors en tant que collectionneur, impossible de ne pas se rendre dans le Graal des hard looters, Mandarake. À l'origine, Mandarake, c'est une librairie de manga d'occasion fondée en 1980. Puis avec le succès, d'autres magasins ont ouvert, tous spécialisés dans l'achat et la vente d'une large gamme d'objets de collection pour les gens comme moi. Manga, jeux vidéo, DVD, CD, figurines, cartes à collectionner, cosplay, dessins, contenu pour adultes. Juste à Tokyo, il y a 4 Mandarake. Nous, on a fait celui de Akihabara, sur 8 étages, où chaque étage a son propre thème, ainsi que celui de Shibuya, que j'ai largement préféré. Mandarake est connu pour la grande variété de ses produits en rayon, mais surtout pour la rareté de ses produits. Et en plus, le prix des figurines d'occasion est super compétitif. Oh, le rayon Dragon Quest. Oh, il y a trop de cartes. J'ai trouvé tout un set. Un Toy set Story. Un set Toy Story. Fais voir. Ils y sont tous. Il y a Woody et tous ses amis. Celui-là, je l'ai pas. Hein. Dans la même veine que Mandarake, voici le temple du jeu rétro. J'ai nommé Super Patato. C'est fou le nombre de vieux jeux, consoles et accessoires qu'on peut trouver dans un état proche du neuf. Nyeh. La dernière grande zone de verdure de la capitale que nous avons visitée, ce sont les jardins à est du palais impérial. On y accède en passant au-dessus des douves qui en font tout le tour. Les plus puissants guerriers Bushi étaient connus sous le nom de daimyo. Ces daimyo étaient les seigneurs des différents domaines du pays, et dans la seconde moitié du XVe siècle, les combats qui ont éclaté entre eux ont plongé le Japon dans une époque de guerre appelée Sengoku Jidai. Vers la fin du XVIe siècle, un éminent daimyo, nommé Tokugawa Ieyasu, a fait du château d'Edo la capitale des vastes terres qu'il dominait. Ieyasu a graduellement gagné le soutien de l'ensemble des daimyo du pays et a finalement remporté en 1600 une bataille décisive qui avait divisé le Japon en 2 camps, impliquant presque tous les daimyo du pays. Nommé shogun par l'empereur à Kyoto au début du XVIIe siècle, lui et ses descendants ont régné sur le pays pendant plus de 260 ans. Le château d'Edo était la demeure des shoguns Tokugawa et, comme tel, a été entretenu et développé en mobilisant les forces des daimyo de tout le pays. Il a connu plusieurs séismes et incendies et a dû être reconstruit à de nombreuses reprises. L'endroit où je me tiens debout en filmant à ce moment-là, ce sont les vestiges de ce que fut autrefois le Tenshudai, le donjon principal du château d'Edo, qui fut détruit par un incendie en 1657. Le bâtiment qui dénote ici avec un toit en forme de pétale, c'est le Tokagakudo, une salle de concert construite en 1966 pour le 60e anniversaire de l'impératrice Kojun. Les jardins sont ouverts au public et couvrent une surface de 21 hectares. À l'intérieur, le contraste est assez fou entre les gratte-ciel démesurés tout autour de nous et le calme du petit bois. Nous nous situons actuellement dans le Ninomaru Garden. C'est le jardin pittoresque du château d'Edo, achevé en 1636, puis détruit à la fin de l'époque Edo et enfin reconstruit en 1968 selon les plans originaux. On peut y admirer une grande variété botanique. J'aime bien car ils mettent les noms scientifiques partout. L'animal mythique du Japon dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant l'un des plus faciles à observer, c'est la carpe koi. C'est une variété de Cyprinus carpio carpio, elle-même une sous-espèce obtenue par sélection de la carpe commune Cyprinus carpio.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la koi n'est pas originaire du Japon. C'est en Chine qu'apparaissent les premiers écrits sur les koi, vers 500 avant Jésus-Christ. Elles furent ensuite introduites au Japon lors des invasions chinoises. Vers le début du XIXe siècle, la variété de koi la plus célèbre voit le jour dans les rizières de Niigata, le kohaku, une carpe bicolore blanche et rouge. Plus tard, à la suite d'une exposition à Tokyo en 1914, le reste du monde découvre les carpes koi. L'étang du jardin Ninomalu est un havre de paix pour de nombreuses carpes koi à longue queue, également appelées carpes koi papillons. Selon la légende, c'est une variété créée en 1977 par la volonté du prince héritier Akihito, qui sera empereur du Japon de 1989 à 2019. Il aurait suggéré de croiser une carpe à longue nageoire indonésienne avec une carpe koi japonaise. Les individus hybridés ont ensuite été conservés dans cet étang des jardins de l'est du palais impérial. Les carpes sont des poissons essentiellement herbivores, qui vivent en banc et effectuent des allers-retours entre les lieux de repos et d'alimentation. Au Japon, la carpe est un symbole de force et de persévérance. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. J'ai froid dans pitié, épargnez-moi. Moi ça va, je suis bien là. Après le calme des jardins, il nous fallait un truc qui déboîte pour se réveiller. Donc direction un endroit qui me démangeait, le Tokyo Dome City Attraction. Un parc de loisirs situé juste à côté du stade géant de 55 000 places, le Tokyo Dome. Et ce truc, c'est le Thunder Dolphin. Un hypercoaster de 80 mètres de haut avec une vitesse de pointe à 130 km/h. Les 10e plus hautes montagnes russes du monde. On l'a fait 2 fois de suite avec Marie, mais je n'ai pas filmé avec la GoPro car de 1, elle buguait, 2, j'avais vraiment pas envie de la faire tomber avec la carte SD, 3, c'était interdit. Mais je peux vous dire que la première descente, c'est le plus gros pic d'adrénaline de ma vie. Le tout associé à une vue de malade mental en plein Tokyo. Le pire, c'est que le machin passe au milieu de Big O, une grande roue de 60 mètres de diamètre. Bah forcément, on l'a fait aussi, et ça vaut carrément le coup, rien que pour la vue sur Tokyo et le plaisir de faire des karaokés à 50 mètres au-dessus du vide. Et c'est le petit gnotte, le tout petit gnotte, le petit gnognotte. Je vais boire son bon lait, je vais boire le bon lait. Petit gnognotte, j'ai envie de lait, montre-moi tes tétés. Pour clôturer notre séjour à Tokyo, Marie avait entendu parler d'une expérience immersive. Donc on s'est mis en route pour le TeamLab Planet Tokyo, une installation artistique qui associe le numérique et l'eau. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je vous laisse en extase sur ces images et cette musique psychédélique.
Après avoir exploré les tréfonds de la capitale, il était temps de nous diriger vers le point culminant du Japon. Le mont Fuji, surnommé Fujisan, culmine à 3776 mètres d'altitude. Je peux vous le dire, ça fait drôle de le voir en vrai. C'est un stratovolcan, toujours considéré actif, dont la dernière éruption remonte à 1707. Pour le contempler, nous nous sommes rendus dans la région des 5 lacs. 5 lacs situés au pied du mont Fuji, Yamanaka, Saiko, Choji, Motosu et Kawaguchi, le plus grand et le plus connu des 5 lacs. C'est sur les rives de ce dernier qu'était notre guest house. Assez vite, nos quelques balades autour du lac nous auront permis d'observer quelques espèces d'oiseaux. Il est beau, regarde. Bien sûr, nous étions habitués maintenant à certaines, quoique toujours sympa de les observer. Mais j'ai aussi fait quelques belles découvertes. Il faut savoir qu'au mois de mai, l'ascension de Fujisan n'est pas officiellement autorisée. Les refuges sont fermés et il reste beaucoup de neige au sommet. Sachant que nous étions sur place seulement pour 2 jours et que nous n'avions pas particulièrement de compétences d'alpinisme, on a décidé de se balader un maximum dans la région des 5 lacs et de contempler Fujisan de loin seulement. Yashino-Sato est un petit musée en plein air qui se trouve sur le site d'un ancien village agricole qui a été détruit par un glissement de terrain lors d'un typhon en 1966. 40 ans plus tard, les maisons traditionnelles au toit de chaume ont été reconstruites et le lieu a été reconverti en un petit village d'artisanat traditionnel. L'ambiance est très chill et il y a des artistes qui font des trucs bien sympas. Lors de cette matinée, la météo était au rendez-vous et de n'importe quel endroit du village, nous avions constamment une vue imprenable sur la montagne. En quête de bestioles, nous nous sommes ensuite dirigés vers la Saiko Wildbird Forest. En à peine 2 heures, nous avons fait des observations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Pendant que j'étais en train d'observer une nouvelle espèce de grenouille aux abords d'une mare, Marie m'a interpellé pour me montrer un petit serpent filant sur la mousse juste derrière moi. Ni une ni deux, je reconnais une couleuvre et dans le feu de l'action, je décide de l'attraper. Dans un premier temps pour éviter qu'elle s'enfuit, car j'ai envie de la voir de près la couleuvre, et dans un second temps pour la manipuler, car j'adore tripoter des trucs. On a trouvé une couleuvre magnifique. Elle est magnifique. Alors, ceci est un petit conseil. Quand vous n'êtes pas sûr de l'espèce de serpent que vous comptez attraper à main nue, abstenez-vous. Après vérification, le soir même, il s'est avéré que nous avions eu affaire à Rhabdophis tigrinus, certes un ophidien de la famille des Natricidés, mais opistoglyphe et potentiellement dangereux pour Homo sapiens. On est donc face à une couleuvre qui est venimeuse, avec des crochets au fond de la bouche, mais qui possède également la particularité d'être vénéneuse. Rhabdophis tigrinus se nourrit d'amphibiens et notamment de crapauds.
Après son repas, la couleuvre peut stocker les toxines des buffonidés, les bufadiénolides. Lorsque le serpent sera attaqué par un prédateur, par exemple un oiseau ou une marie sauvage, il pourra alors libérer le liquide toxique contenu dans ses glandes nucales, irritant ainsi les muqueuses de l'agresseur. Les serpents adultes mesurent jusqu'à plus d'1 mètre de long, donc ici, pas de doute, on est face à un juvénile. Je me suis dit, probablement il n'a pas eu le temps de grailler beaucoup de crapauds dans sa courte vie, et il a un stock de toxines qui n'est pas très important. Eh ben non, car a priori la mère peut transmettre une partie de ses bufadiénolides aux jeunes. C'est l'une des seules espèces animales à la fois venimeuses et vénéneuses. Et nous, on l'a tripoté tranquille pendant 10 minutes. Bon, sérieusement, l'individu était ultra chill et je pense qu'il n'y avait pas grand risque. On retrouve l'espèce dans les zones humides de l'Est de l'Asie. Dans le même coin, le long des chemins, on a observé de très beaux lézards, une espèce de cinque que je ne connaissais pas. Plestiodon finitimus est présent dans le nord de Honshu et à Hokkaido. Comme beaucoup de reptiles, l'espèce est héliophile, et tout comme notre lézard des murailles, l'autotomie est courante en cas de danger. J'ai lu dans la bibliographie après coup que pendant la saison de reproduction, les mâles ont les joues rougeâtres, ce qui voudrait dire qu'on est ici face à un beau mâle. En plus, il était assez balèze, un peu plus de 30 cm je pense. Alors ok, on n'a pas fait d'alpinisme pendant notre séjour. Tout fini. Mais par contre, de la spéléologie, on en a bouffé. À travers les millénaires, les éruptions du mont Fuji ont formé un réseau de tunnels de lave. Un tunnel est formé lorsque la coulée de lave se refroidit en surface en formant une croûte solide, mais dont le cœur est resté fluide, permettant à la lave de continuer à s'écouler. Lorsque la coulée cesse d'être alimentée par l'éruption, elle se vide et laisse une cavité en forme de galerie. La Batcave du lac Saiko, longue de 386 mètres, est la plus grande de la région. Plus de 500 chauves-souris de différentes espèces y trouvent abri. On va faire quoi? Boire les chauves-souris dans des caves, Oui. dans des grottes. Tu fais comment la chauve-souris? Comme on était un peu claustro, on a enchaîné avec la Narusawa Ice Cave, longue de 156 mètres avec une température moyenne interne de 3 degrés. La grotte a longtemps été utilisée comme réfrigérateur naturel. À l'époque Edo, la glace coupée dans cette grotte était envoyée au shogun et à son entourage à l'actuel Tokyo. Comme on en voulait encore, direction la Fugaku Wine Cave, longue de 201 mètres de long. De l'époque Edo à l'époque Meiji, cette grotte était utilisée pour conserver les œufs de ver à soie. On peut encore les admirer au fond de la grotte,
comme si le temps s'était arrêté. Ces 3 grottes ont été classées monuments naturels au Japon en 1929. Elles sont situées dans la forêt d'Aokigahara, au pied du mont Fuji. 35 km² d'arbres, majoritairement des conifères, qui ont poussé sur une ancienne coulée de lave produite par Fujisan lors de l'éruption de 864. C'est pourquoi on y trouve un sol volcanique, très accidenté, avec de nombreuses crevasses et recouvert de mousse. La forêt d'Aokigahara est également tristement célèbre pour le nombre important de suicides qui y sont recensés depuis les années 1950. Nous sommes également passés au Lakeside Nature Center, dans lequel j'ai été intrigué par une histoire complètement folle autour d'un poisson. Le kokanee noir, Ocorhynchus kawamurae, est une espèce de salmonidée déclarée éteinte vers 1945. À la base, le poisson est endémique du lac Tazawa, situé beaucoup plus au nord du Japon. En 1935, des œufs ont été introduits dans plusieurs autres lacs à travers le pays, notamment le lac Saiko, mais l'introduction semble avoir échoué. Puis, 5 ans plus tard, en 1940, dans le lac Tazawa, il est décidé de drainer l'eau d'une rivière et de plusieurs onsen périphériques afin d'accroître la production d'énergie hydroélectrique du barrage local. Sauf que, petit problème, les salmonidés étant très sensibles aux variations de pH, l'eau très acide a décimé toute la population de kokanee noir du lac Tazawa. L'espèce est alors déclarée éteinte. Mais un jour, 70 ans plus tard, en 2010, un groupe de scientifiques découvre dans le lac Saiko 9 spécimens de ce qui semble être du kokanee noir, des descendants des œufs introduits dans les années 30. L'histoire de malade. Il y a pas mal de vent, je sais pas si on m'entend. C'est notre dernière nuit au mont Fuji. Et du coup, petit airping nocturne pour bien terminer le mont Fuji. Il y a des trucs sympas.
À un moment, j'ai entendu des couinements qui venaient du rivage. Puis, j'ai aperçu cette petite bouille pendant quelques instants entre les pierres. J'en reviens pas de la chance que j'ai eue. C'était un putois du Japon, Mustela Itachi. Il est originaire de Honshu, Kyushu et Shikoku et a été introduit à Hokkaido, Sakhalin et dans les îles Ryukyu pour lutter contre les rongeurs. Il était trop mignon avec son masque noir, et de ce que j'ai pu lire, l'espèce vit dans les zones montagneuses ou forestières près de l'eau, donc ça m'étonne pas de le trouver ici. Lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, les putois sont capables d'émettre une excrétion odorante appelée le musk, produit à partir d'une glande anale. L'odeur désagréable est à l'origine du dicton « Itachi no Saigope », qui peut se traduire par « le dernier P du putois », utilisé pour décrire le dernier acte ou les dernières paroles de quelqu'un que l'on n'aime pas trop. En japonais, appeler quelqu'un Itachi signifie que cette personne est un fanfaron, qui ne se montre que lorsqu'il n'y a personne de plus fort ou d'égal dans les parages. Il y a également une légende rurale japonaise qui affirme qu'après avoir atteint l'âge de 100 ans, un putois japonais se transforme en martre japonaise. À part ça, il existe aussi un yokai super stylé qui prend la forme d'un putois, Kamaitachi. Certes, le mont Fuji c'était court, mais magnifique. Et il était temps pour nous d'aller vers d'autres horizons. Le Shinkansen, ça déboîte un petit peu plus que le Chabus. Kyoto a été la capitale impériale du Japon de 794 à 1868. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'époque Edo, également appelée période Tokugawa. Après la bataille de Sekigahara en 1600, l'autorité centrale tombe entre les mains de Tokugawa Ieyasu, qui devient shogun en 1603. C'est le début du shogunat des Tokugawa. Kyoto perd alors son rôle politique et administratif au profit d'une autre ville, Edo, désormais lieu de résidence des shoguns. Néanmoins, Kyoto reste la capitale impériale du Japon pendant encore plus de 200 ans, jusqu'au transfert de la résidence de l'empereur à Edo en 1868, lors de la restauration de Meiji qui mit fin à l'époque Edo. Et aujourd'hui, on connaît cette ville sous le nom de Tokyo. Là où Tokyo impressionne par sa modernité, sa verticalité, ses panneaux publicitaires ou encore son réseau métro-ferroviaire gargantuesque, à contrario, Kyoto reflète le passé du Japon. Avec plus de 2000 temples, sanctuaires, palais et jardins, Kyoto est considérée comme la capitale culturelle du Japon. En quelques jours, nous avons visité quelques-uns de ces lieux emblématiques. La construction du château de Nijo a démarré en 1601 sur ordre de Ieyasu Tokugawa, le premier shogun de sa lignée. La construction est achevée en 1626 sous le shogunat de son petit-fils Iemitsu Tokugawa. Initialement construit pour servir de garnison, le château fait office de résidence temporaire des shoguns Tokugawa lors de leur visite à Kyoto. Le pavillon d'or est probablement l'un des monuments les plus emblématiques de Kyoto. Sa construction a débuté en 1397 sur l'ordre de Yoshimitsu Ashikaga.
Le bâtiment, contenant des reliques de Bouddha, est entièrement recouvert d'or pur, à l'exception du rez-de-chaussée. La galouille. Voulant rivaliser avec son grand-père, le shogun Yoshimasa Ashikaga se fit construire l'une des merveilles architecturales du Japon en 1489, le pavillon d'argent. Le sentier de la philosophie, un chemin pédestre qui longe un canal pendant plusieurs kilomètres et passe à proximité de nombreux temples et sanctuaires, dont le fameux pavillon d'argent. La promenade porte ce nom car un prof de la fac de Kyoto, également important philosophe japonais du XXe siècle, Kitaro Nishida, l'empruntait pour sa méditation quotidienne. Je n'ai jamais vu des gérisses aussi balèzes que sur les étangs de Kyoto. Ce sont des Aquarius elongatus, en anglais Giant Water Strider. À plusieurs reprises, j'ai observé des comportements territoriaux entre des individus. Dans la littérature, il est précisé que les mâles reproducteurs adoptent un territoire lorsque la densité de population est faible, tandis qu'aucun territoire n'est adopté lorsque la densité de population est élevée. Deux différents types de signaux sont émis par les mâles. L'un pour attirer les femelles à l'intérieur de leur territoire, et l'autre pour les conduire vers un substrat de ponte, comme par exemple des feuilles à la surface de l'eau. Riche en histoire et en tradition, le marché de Nishiki est le lieu pour se procurer de nombreux aliments et produits célèbres de Kyoto. Forcément, je vous ai un petit peu parlé de nous, on était obligé de visiter le musée du manga. Une bibliothèque géante sur 3 étages, ouverte en 2006 dans une ancienne école primaire. La collection est juste complètement abusée, plus de 300 000 mangas. Les lecteurs sélectionnent méticuleusement une pile de tomes et vont se poser dans la cour pour bouquiner. Il y a également une immense salle qui retrace l'histoire du manga à travers les décennies. Voici un autre coin très connu de Kyoto, la bambouserie d'Arashiyama, également surnommée la forêt de bambous géants de Sagano. On va pas se le cacher, il y a un paquet de touristes dans ce quartier, mais c'est quand même quelque chose à voir. Assez rapidement, on s'est enfoncé dans les petites ruelles pour retrouver le calme, et on est tombé par hasard sur un étang bien sympathique.
On a de nouveau été témoin de la vie familiale des grèbes castagneux, cette fois avec un poussin bien plus âgé qui vadrouillait sur le plan d'eau. Très bon plongeur, l'adulte part à la recherche de nourriture pour son jeune. Larves d'insectes, crustacés, mollusques, têtards. Et d'ailleurs, en parlant d'amphibiens, ce n'est pas à Kyoto que j'ai pensé croiser cette espèce pour la première fois. Je vous présente le waron-waron, alias la grenouille taureau nord-américaine, Lithobates cates beianus. C'est la plus grosse grenouille d'Amérique du Nord, un anour pouvant peser jusqu'à 1 kg. Une particularité anatomique de l'espèce est l'absence de repli dorsolatéral, avec un repli cutané uniquement autour du tympan. Mais du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait ici cette grenouille américaine ? Eh bien, elle a été introduite dans de nombreux pays à travers le monde. Le waron-waron est aujourd'hui une espèce envahissante très prolifique. Je sais qu'il y en a en France, notamment en Aquitaine, mais perso, je n'en avais encore jamais vu de mes yeux. C'est une grenouille inféodée au milieu aquatique, un peu comme nos grenouilles vertes, mais peu exigeante vis-à-vis de la qualité de son habitat. C'est un redoutable prédateur. Tant que ça bouge et que ça rentre dans la bouche, banger. Des crustacés, banger. Des insectes, banger. Des poissons, banger. Des petits mammifères, banger. D'autres grenouilles, banger. Pas étonnant qu'elle vienne perturber les écosystèmes d'où elle n'est pas native. La femelle pond jusqu'à 20 000 œufs. Et je peux vous le dire, les têtards sont plutôt costauds. Leur taux de survie est important et en l'absence de prédateurs naturels, on comprend pourquoi la grenouille taureau prolifère autant. Elle est très compétitive vis-à-vis des pauvres petites grenouilles autochtones. À une dizaine de minutes à pied, nous sommes allés visiter le temple bouddhique Adashino Nebutsuji, qui se situe au sommet d'une colline surplombant le nord-ouest de Kyoto. Il est possible d'y contempler des milliers de statuettes, symboles des morts et du passé. Il y a également une autre forêt de bambous géants, certes plus petite que celle d'Arashiyama, mais bien plus calme. C'est simple, on était tout seul. C'est un bon lit ? Dans les environs se trouve le pont Togetsukyo, édifié au 9e siècle puis reconstruit en 1934. C'est un lieu très apprécié de la population, notamment au printemps pour les cerisiers en fleurs et en automne pour admirer les érables rouges. Le pont a même fait l'objet d'une estampe du célèbre Kusai. Togetsu signifie la traversée de la lune. On se baladait tranquille dans le coin quand soudain, j'ai vu ce panneau. Je check sur mon portable et je capte seulement sur place à l'instant qu'il y a moyen de voir des macaques dans les environs. À ce moment-là, c'est devenu l'unique mission de la journée. Et finalement, ils n'ont pas été très durs à spotter. Le macaque japonais appartient à la famille des Cercopithecidae. Exception faite de l'homme, c'est le primate à l'habitat naturel le plus septentrional, le plus nordique de tous les primates. Faut le dire, il est super bien adapté avec son épaisse fourrure. Vous avez probablement déjà vu des photos de macaques japonais dans des environnements enneigés ou en train de kiffer comme pas possible dans des sources d'eau chaude naturelles appelées onsen. L'espèce fréquente les forêts mixtes d'arbres feuillus et de conifères des montagnes dans une grande partie de l'archipel japonais. Il est en revanche absent d'Hokkaido et de l'archipel d'Okinawa. Les macaques japonais sont omnivores, à tendance franchement végétarien. Cet individu a mangé des feuilles devant nous pendant de longues minutes, tranquille perché dans les arbres. Tout comme d'autres animaux amateurs de fruits, les macaques japonais jouent un rôle écologique important dans la dispersion des graines et la régénération des forêts.
Il existe une relation commensale entre les macaques japonais et les cercica qui consomment les feuilles que les macaques font tomber au sol lorsqu'ils se nourrissent dans les arbres. Les mâles pèsent jusqu'à 14 kg contre 10 kg pour les femelles. Le groupe social est constitué de plusieurs mâles et femelles avec des jeunes, pouvant atteindre jusqu'à 100 individus. Comme tous les primates, les activités de toilettage renforcent les liens sociaux. C'est un comportement très facile à observer. C'est lui, le macaque japonais, qui représente les 3 singes de la sagesse. 3 macaques qui se cachent chacun une partie du visage. Le premier se cache les yeux, on le nomme Mizaru, dit l'aveugle. Le deuxième se cache la bouche, Iwazaru, alias le muet. Et le troisième se cache les oreilles, c'est Kikazaru, aka le sourd. Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal. Pour les naturalistes, j'ai gardé le lieu où nous avons observé le plus de biodiversité à Kyoto pour la fin. Bienvenue au Kyoto Gyoen. Bonjour, on est dans le parc du Palais Impérial. Concrètement, cela ressemble à un immense parc de 51 hectares dans lequel on va retrouver de grandes allées, de très grandes allées, mais également des petits coins de verdure, avec des étangs, des bois et des prairies, ainsi que la résidence impériale et 2 autres résidences de l'empereur, le Sento Gosho et le Omiya Gosho. Nous avons d'ailleurs eu le privilège de pouvoir visiter ces 2 palais. Coucou. C'est une vidéo, c'est ça? Vous prévenez pas quand vous faites des vidéos. という伝承が残されております。池の上に移り込んでまいります。 Là, trop proche de la caméra. Arrêtez, trop proche, arrêtez. Bon, ok.
Dans le parc, il y avait une espèce de piaf qui sortait du lot. C'était blindé de milans noirs. Je vous avoue, on en voyait presque tout le temps dans le ciel en train de planer, reconnaissables à leur queue triangulaire caractéristique. Parfois, ils étaient posés à quelques dizaines de mètres dans les arbres ou sur une construction, comme par exemple cet individu qui se faisait un petit repas tranquille à côté de l'une des entrées du parc. Putain, j'ai le méga bus devant. Vous allez me dire, des milans noirs, on en est aussi du côté de chez nous. En même temps, la répartition du rapace à l'échelle mondiale est vaste, très vaste, impressionnante même. Au Japon, ils sont très communs, et apparemment l'urbanisation aurait favorisé la sélection des milans les plus opportunistes et les plus audacieux, qui fouillent désormais les poubelles et osent cibler le pique-nique des habitants en guise de proie. En même temps, quand vous avez un piaf dont l'envergure peut atteindre 1,80 m en train de vous foncer dessus, faut pas faire le malin. Oh! Pour vous dire à quel point ils sont peu farouches, à un moment, il y en a un qui s'est posé à 3 mètres derrière moi. Le temps de sortir l'appareil, il avait décollé. Mais c'est vrai que de près, il était sacrément balèze. Ça là, c'est une observation dont je rêvais depuis un bail. Le voilier bleu, Graphium sarpedon, est l'un des papillons les plus emblématiques d'Asie du Sud-Est. J'en ai vu à plusieurs reprises pendant notre séjour au Japon, mais ce spécimen au Kyoto-gyoen est le seul qui s'est laissé à peu près photographier correctement. C'est un grand papillonidé avec une envergure comprise entre 6 et 9 cm. Les couleurs, que dire, c'est juste splendide. Sa forme des ailes lui donne vraiment un côté aérodynamique, je trouve. L'espèce fréquente les forêts humides de faible altitude, mais elle s'est très bien acclimatée aux environnements plus secs, et notamment les parcs des grandes villes. Au sud du Kyoto-gyoen, il y a un étang qui est une vraie petite oasis de vie. Notamment fréquenté par des hérons et des cormorans qui sèchent leurs ailes tranquillement au soleil. On peut même y observer de nombreuses tortues. Voici la kinémide de Reeves. On pense que cette tortue est originaire de Chine et de Corée et a été introduite au Japon il y a de ça plusieurs centaines d'années. C'est une espèce semi-aquatique plutôt à l'aise en eau peu profonde, souvent en recherche active de nourriture, plantes aquatiques, insectes, petits poissons, après quoi elle kiffe se prélasser au soleil sur les pierres. C'est une tortue quoi. La kinémide de Reeves est courante en terrariophilie, particulièrement dans les pays européens, tandis qu'en Chine, elle est prélevée dans son milieu naturel, plongée dans l'eau bouillante, puis finie dans l'assiette, sauf bien sûr s'il a été décidé en amont que cette tortue servirait à la production d'aphrodisiaques. Dans l'étang, il y avait aussi une autre espèce de tortue, beaucoup plus grosse, un petit monstre à carapace. Tada! La Trionyx de Chine appartient à la famille des Trionychidae, des tortues à carapace molle, sans écailles rigides kératinisées, essentiellement carnivores et plutôt agressives. Cette espèce possède une vaste aire de répartition du nord au sud de l'Asie orientale, de la Russie au Vietnam en passant par la Corée, la Chine et le Japon. Elle peut mesurer plus de 30 cm pour 6 kg. Les mâles ont un cou et une queue plus longs que les femelles. Cou qui peut s'étirer très rapidement pour permettre à la tortue d'attraper sa proie en un éclair, poissons, crustacés ou mollusques. Je trouve que la Trionyx de Chine a vraiment une tête marrante et sympathique avec ses yeux ronds et son petit nez de cochon, qui lui permet d'ailleurs de respirer à la surface. Alors certes, elle n'a pas de dents, mais mieux vaut ne pas se faire chiquer. C'est une très bonne nageuse et elle aussi apprécie les bains de soleil sur les rochers.
Anecdote plutôt cocasse, en 2012, des chercheurs ont démontré que la Trionyx de Chine excrétait l'urée par la bouche à hauteur de 94%. En gros, elle fait pipi par la bouche, ce qui lui permet d'économiser de l'eau. Elle peut ainsi vivre dans un milieu de mauvaise qualité, duquel elle ne consommera que très peu d'eau, et elle est donc moins exposée à la pollution aquatique. Tant qu'à faire, avec ce super pouvoir d'uriner par la bouche, elle peut aussi se balader en eau salée sans compromettre son équilibre osmotique. Bon, là c'est moins drôle, mais comme la plupart des tortues, elle est menacée à l'état sauvage car abondamment prélevée pour la consommation et la pharmacopée traditionnelle chinoise. Elle détient également le triste record d'être l'espèce de tortue la plus élevée en Asie. Il existe des centaines de méga-fermes d'élevage. Lors de notre première excursion dans le parc, Marie avait chopé un flyer sur lequel elle avait lu que l'endroit était fréquenté par la Ninox boréale, Ninox japonica, une espèce de chouette typique des forêts de feuillus de basse altitude de l'est et du sud de l'Asie, qu'on retrouve souvent au bord des points d'eau. Ni une ni deux, après avoir écouté le chant du rapace nocturne sur YouTube, on décide de revenir dans le parc à la nuit tombée. Transition ventre. Tu la vois pas? Elle est énorme quand même. Dès notre arrivée, nous avons entendu les premiers ululements. Nous avons localisé leur provenance aux abords de l'étang, comme par hasard. On a même croisé un photographe local qui, comme nous, était à la recherche de la Ninox. Et finalement, on l'a enfin spoté. On était trop contents. Ouais, je l'ai. Attends. Ouais, c'est envolé. Longtemps considérée comme une sous-espèce de la Ninox hirsute, Ninox scutulata, la Ninox boréale a été élevée au rang d'espèce en 2002. Selon les sources que j'ai trouvées, ce serait peut-être le Strygidé nicheur le plus commun du Japon. C'est une petite chouette dont l'envergure est d'environ 60 à 70 cm, légèrement plus grande qu'une chevêche d'Athéna en gros. La Ninox boréale passe l'hiver dans les forêts tropicales au sud de son aire de répartition. Elle se nourrit essentiellement d'insectes et parfois de lézards, chauves-souris ou petits passereaux. On était tranquille en train d'observer la Ninox quand soudain, j'ai entendu un bruit qui provenait des forêts près du pont. Je me suis dit que ça pouvait être un chat ou je sais pas, quelqu'un qui promenait son chien. Et puis, il y a ça qui est passé sur le chemin en face de nous. Oh, c'est un blaireau! Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis dans ma caméra un blaireau. Un blaireau, oui, mais un peu différent de celui que je connais. Longtemps considéré comme une sous-espèce du blaireau eurasiatique, le blaireau japonais Meles anakuma a été élevé au rang d'espèce. Il est endémique de l'archipel où il est appelé anaguma, signifiant ours de trou. Bon, apparemment les Japonais utilisent également ce terme anaguma pour parler des tanuki et des ratons laveurs qui, eux, ont été introduits au Japon. Ce blaireau japonais est légèrement plus petit que notre blaireau européen. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une étude qui a mis en évidence des interactions positives entre le cercica et le blaireau japonais. Les chercheurs ont examiné les régimes alimentaires des blaireaux selon qu'ils soient d'un côté ou de l'autre d'une clôture anti-cerf, tout en comparant l'abondance des carnivores à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture. Selon leurs résultats publiés en 2014, les populations de vers de terre et de certains insectes bénéficient fortement de la présence d'une densité élevée de cercica, ce qui bénéficie indirectement à un habitat favorable pour les blaireaux, qui sont friands des annélides. Cette première partie de l'expédition nippone touche à sa fin. Comme vous avez pu le constater, le Japon a beaucoup à offrir, que cela soit au niveau de sa culture, de ses paysages et bien entendu de sa faune et sa flore.
On vous a emmené avec nous parcourir Tokyo, la région des 5 lacs au mont Fuji, ainsi que Kyoto. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes restés exclusivement sur Honshu, le Japon tel qu'on se l'imagine. Et c'est pour ça que la prochaine fois, nous allons descendre dans le sud, bien plus au sud. Et vous le verrez, les bestioles qu'on croisera ensemble seront beaucoup plus exotiques. C'est Norshka.っていうのはまあ蛇の仲間ですけども、大きな獲物を飲み込むためにこの器官が先端につくことによって230 ans cet arbre. 230 ans. Vas-y le gnotte, montre-moi tes tétés, oui. Vas-y le gnotte, montre-moi tes tétés, gnotte. Je sais que tu veux me donner ton lait. Vas-y mon gnotte, montre-moi tes tétés, gnotte. Je veux avoir du bon lait. Je veux du bon lait. Et c'est pas terrible. Oh oui gnotte, donne-moi le tété, je veux du bon lait toute l'année, oh oui, le gnotte.